Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième partie de ce chapitre consacré à Analog FX Pro 2. Dans la partie précédente, nous avions découvert quelques outils et leurs vertus. Dans cette partie, nous allons terminer la découverte de nos outils et terminer donc l'initiation à ce plugin Analog FX Pro 2. Alors cette photo, c'est une rose que j'ai prise en Andalousie il y a quelques années dans les jardins de l'Alhambra. Alors je voudrais lui donner un effet particulier. L'arrière-plan me paraît encore bien présent, donc on va voir comment je pourrais travailler cette photo à travers un outil que je vais vous montrer maintenant, qui est l'outil de bokeh. Alors qu'est-ce que c'est qu'un effet de bokeh? Je vais vous expliquer par l'exemple. Alors je clique sur cet outil. Voilà, donc il applique les réglages par défaut. Là je retrouve un outil graphique très important dans la manipulation de cet outil. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je voudrais garder la fleur nette. Et l'arrière-plan, je voudrais lui donner un effet de bokeh, donc un effet de flou, mais un flou particulier où le diaphragme sera présent à travers des taches de lumière. Dans la partie centrale de la zone graphique, qui ressemble un petit peu à une cible, j'ai la partie nette de mon image. C'est donc la partie qui va ressortir nette à l'issue de mon réglage. Le cercle suivant, c'est la partie de transition, et tout le reste, ça va être la zone floue. Alors là, je vais agrandir donc, je vais le faire d'abord par l'élément graphique. Je vais agrandir ma zone de netteté, je vais la centrer. Alors vous voyez, il y a toujours le centre que je peux déplacer. La centrer sur la rose. Voilà. Peut-être que les derniers pétales, je ne veux pas qu'ils soient complètement nets. On va centrer sur le cœur de la rose. Voilà, comme ceci. Peut-être un petit peu moins. Qu'on ait vraiment l'impression d'avoir fait avec un objectif macro. Voilà, donc les réglages ici, l'intensité du flou, qui par défaut est à 30%, je vais l'augmenter. Alors vous voyez tout de suite, l'arrière-plan devient complètement flou, et si j'insiste, je vois apparaître des taches de lumière qui sont en fait la représentation du diaphragme de mon objectif. C'est un effet connu que l'on obtient par de la lumière à travers le diaphragme. Donc, optimiser les tons clairs, c'est un réglage qui est très peu sensible. Mais ça, alors on le voit surtout sur le fond, vous voyez. Ça permet donc de visualiser un petit peu mieux l'effet que je veux rendre. Je le laisse toujours à 100% pour ma part. Et ici, vous avez donc la représentation de ces taches de lumière qui sont rondes ici. Je peux leur donner un diaphragme pentagonal par ce réglage, vous voyez. Je peux lui donner un diaphragme un peu plus classique, un autre type de diaphragme. Je les déroule pour vous montrer. Alors plus ça va, plus j'augmente le nombre de lamelles de mon diaphragme en fait. Là, on sort un petit peu de la réalité. J'ai une étoile, une autre forme d'étoile, une autre étoile, un cœur. Alors on sort complètement de la réalité, on est bien d'accord. Là, je vais lui donner cette forme-là plutôt, un petit peu classique. Et vous voyez, je peux faire une rotation, je ne sais pas si vous le voyez sur le fond là, de mon diaphragme, si je trouve qu'il n'est pas dans une position qui m'intéresse. Et je peux faire varier l'ouverture à travers ce curseur. Alors là, on va le mettre peut-être à 0 pour bien voir le diaphragme.
Voilà, ça m'intéresse de faire comme ça. Et vous voyez qu'en quelques réglages, eh bien, j'ai donné à cette photo qui n'était pas satisfaisante à mon goût, un effet de bokeh très marqué. Peut-être un petit peu trop. Il faut que ça reste un peu réaliste, hein, on est bien d'accord. Alors cet outil me permet deux types de réglage du bokeh. Donc circulaire, comme on vient de le voir ici, une zone centrale et des zones de flou tout autour de la zone centrale. Ou bien ça peut être un peu plus classique, alors ce qu'on trouve dans Lightroom, hein, une zone de netteté centrale, alors je vais faire autrement, qui occupe toute la zone horizontale, une zone de transition ici, et je peux régler ces zones, vous voyez, c'est très très bien fait, hein. Et je peux aussi donner un effet de rotation, donc je la positionne, cette zone horizontale. Alors là, c'est pas du tout approprié à la photo sur laquelle je suis en train de faire la démonstration, hein, mais vous voyez que ça peut être intéressant pour un paysage, notamment. Souvent dans mon club photo, on me demande comment faire sur une photo qui est toute nette. Il y a des personnages au milieu, par exemple, un avant-plan, des personnages et un arrière-plan, et tout est net, et je voudrais que le premier plan et l'arrière-plan soient flous. Donc je leur dis, bah, c'est à la prise de vue que ça se fait, hein. Ça c'est bien évident. Mais on peut le faire par cet outil, hein, qui va me permettre donc de rendre le premier plan flou, l'arrière-plan flou, et la zone centrale, enfin celle que j'ai décidée, là, je peux la déplacer, nette. C'est une solution en post-traitement. Voilà, cet outil est un outil aussi intéressant que j'aime beaucoup. On va voir d'autres outils. Voilà, j'ai fait une petite pause pendant laquelle j'ai changé d'image. Elle sera plus adaptée à ce que je veux vous montrer. Donc il nous reste quelques outils à découvrir. Alors, on a tout fait. Les fuites de lumière, on n'a pas fait. Bon, ça c'est simulé en argentique des fuites de lumière dans votre appareil photo. Alors, est-ce que c'est passionnant? Je n'en suis pas persuadé. Mais voilà, ça existe. Donc vous avez le choix entre plusieurs types globaux plutôt, de fuites de lumière, net, dynamique, doux, on va prendre net au hasard. Et puis vous avez plusieurs modèles de fuites de lumière dans chaque catégorie. Là j'ai une fuite de lumière qui part sur le côté et en haut. Vous voyez, ça se voit assez nettement. Voilà, je ne vais pas plus insister là-dessus. Il est possible aussi d'appliquer des fuites de lumière par des points de contrôle, d'appliquer localement des fuites de lumière. Ensuite, on n'a pas vu Salterayeur, ça c'est fait. Plaque photographique. Alors là, vous pouvez simuler une photo très ancienne, une plaque photographique. Donc vous avez des catégories, striées, rouillées. On va prendre rouillé par exemple. Et vous avez plusieurs choix dans chaque catégorie. Alors on va en prendre une au hasard. Voilà. Est-ce que ça peut être intéressant dans des cas très très particuliers? Alors vous avez l'intensité que vous pouvez régler, hein, et puis possibilité également d'appliquer cet effet de plaque photographique localement. Donc un ciel qui a été pris en plaque photographie, elle reste non. Ça me paraît bizarre, mais bon, peut-être que ça peut servir. Dans des cas où vous voulez rendre un certain fond. Réglage outil suivant. On en était à plaque photographique. Alors il y a multi-objectif. Voilà, vous pouvez simuler une prise de vue avec un appareil multi-objectif. Donc là aussi, ça peut être peut-être un petit peu plus intéressant. Alors vous pouvez choisir l'orientation et le nombre de vues. Vous voyez, verticale, horizontale à 4 vues, ou bien carrément 4 vues sur un rectangle. Et là, vous avez également un outil graphique, hein, qui vous permet par exemple de tourner une photo. Ça peut vous permettre de faire des présentations amusantes. Pourquoi pas? On peut la décentrer, on peut zoomer sur la photo.
Ça peut être intéressant, peut-être dans des cas de présentation particuliers, d'une suite qu'on veut donner à une image, pourquoi pas. Vous pouvez choisir la bordure, là c'est blanc par défaut, noir, ou bien pas de bordure du tout. On va rester en blanc. Le type de bordure, fine, ou bien plus large. Le vignettage, alors c'est de toutes les photos, bien évidemment, là, on les touche toutes. Intensité de la variation, donc la variation entre chacune des images. Et le type de variation ici, donc vous avez 5 types prédéfinis. Alors je clique sur chacun pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc vous pouvez choisir ce qui vous intéresse en fonction de ce que vous voulez rendre. Quelque chose qui peut être intéressant dans certains cas. Ensuite, nous avons les cadres. Voilà. Donc des cadres photos. Alors vous avez l'échelle du cadre qui va de 0 à 100%. Des catégories de cadres, vignettes, blanc, lightbox. Alors on va prendre lightbox par exemple pour voir ce que ça donne comme ça. Alors il y a un calcul qui est beaucoup plus long sur ce type de cadre. Voilà, alors ce sont des cadres prédéfinis, hein. On n'a pas bien de possibilités autres que l'échelle qui vous permet de le rendre plus ou moins présent. Ça peut être intéressant. Bon, il faut essayer plusieurs cadres et prendre celui qui peut vous intéresser éventuellement. Et enfin, on a l'outil niveau et courbe. Alors là, je ne vais pas en faire la démonstration, vous le connaissez, hein. On le retrouve de partout. Si vous voulez régler votre photo à travers cet outil niveau et courbe, bon, sachant que vous pouvez le faire dans d'autres plugins un peu plus dédiés à la retouche de votre photo, et vous pouvez aussi le faire dans Lightroom ou bien dans Photoshop. Alors, je crois que je vous en ai pas parlé. Vous avez un historique classique, hein, qui est pas mal fait, hein, c'est bien présenté. Donc vous pouvez revenir sur un réglage, sur une étape plutôt précédente, hein, si vous êtes dans le cadre d'un long travail sur une photo et que vous vous apercevez que vous êtes trompé, qu'il faut revenir en arrière, c'est très pratique. Vous voyez, c'est assez détaillé, c'est pas mal fait du tout. Je reviens sur ma courbe. Je ne vous ai pas parlé non plus mais je pense que vous avez compris que ça existait. On peut importer des réglages, hein, sur le site de Google. Alors je ne sais pas si on a souvent, hein, là je ne suis pas sûr. Et vous avez donc les réglages personnalisés, ça je vous en ai parlé. Les paramètres du plugin, donc ce sont strictement les mêmes que dans les plugins précédents, enfin des chapitres immédiatement précédents. Je ne vais pas les redétailler, hein. On retrouve les réglages spécifiques en mode d'aperçu, à la présentation en fait, hein, aux paramètres de l'interface, le GPU qu'on active systématiquement, les paramètres de sortie des images et améliorer la suite Nick Collection. Donc je ne reviens pas dessus, on en a largement parlé dans les chapitres précédents. Voilà, je pense qu'on a découvert un plugin qui, sous des aspects un petit peu rébarbatifs, hein, simuler, enfin pour moi tout du moins, je parle pour moi, hein, simuler une photo ancienne. Alors c'est l'équivalent de ce qui existe chez DxO Lab. L'outil s'appelle DxO Film Pack, mais c'est beaucoup plus puissant, hein, ici que DxO Film Pack. Et on a vu qu'on pouvait l'utiliser pour faire d'autres réglages qui peuvent être intéressants, sans aller forcément dans la recherche d'une photo ancienne.
Voilà donc, j'en ai terminé avec ce chapitre 7 et avec ce plugin. Nous allons nous retrouver pour le dernier chapitre, le chapitre 8, dans lequel nous allons parler d'un plugin super important qui permet de faire de la fusion HDR. Donc je vous dis à très très bientôt dans le chapitre suivant.